Bienvenue à Personne n'en parle. Aujourd'hui à Personne n'en parle, parlons du génocide des Mongols. Accueillons chaleureusement Madame Genghis Khan. Maintenant, accueillons Monsieur Harvey. Enchanté. Enchanté. Finissons par accueillir Monsieur Bruno Marc. Bonjour. Bonjour. Donc, Madame Genghis Khan, est la descendante de Monsieur Genghis Khan, l'empereur. Monsieur Harvey est un philosophe et Monsieur Marc est un mathématicien qui s'y connaît beaucoup sur le sujet. Donc, Monsieur Marc, quels étaient les deux clans qui s'affrontaient durant le génocide? Alors, dans ce conflit armé, nous avions d'un côté les Mongols qui étaient les conquérants, et de l'autre côté, nous avons majoritairement les Chinois, mais également beaucoup d'autres peuples comme les Perses, les Tibétains et les Indiens. D'accord. Et combien était-il avant et après le génocide? Alors, avant le génocide, par exemple en 1200, il y avait près de 120 millions de Chinois qui peuplaient la Terre. Après, en 1300, ils étaient réduits à 80 millions, soit seulement le 2/3 de la population originelle. Madame Genghis Khan, pourquoi pensez-vous que votre ancêtre a décidé comme ça de tuer tous les Chinois? À l'époque, Genghis Khan voulait dominer l'Asie et même toute la planète. Il voulait vraiment être le roi de l'univers. Il était à la recherche de pouvoir, comme tous les empereurs. De plus, Genghis voulait dominer la dynastie Jin afin de venger la mort d'un de ses précédents Khan. Et aussi, il voulait mettre la main sur les richesses du nord de la Chine et faire des Mongols la puissance au premier plan de l'Asie de l'Est. D'accord. Et quelles sont les dates importantes de cette guerre, madame? En 1211, Genghis Khan déclare la guerre aux Jin. En 1235, les Mongols déclarent la guerre aux Song. Très vite, les armées mongoles repoussent les troupes Song au sud du fleuve Yangtze-Jiang, ce qui marque le début d'un conflit de 4 décennies qui s'achève avec la chute des Song en 1276. Plus de 20 ans plus tard, en 1279, le chef mongol Kubilai Khan fonde la dynastie Yuan et écrase le dernier foyer de résistance Song. Ce qui marque le début d'une domination mongole Yuan sur toute la Chine. Pour la première fois dans son histoire, l'ensemble du territoire chinois est conquis et gouverné par la dynastie d'origine non chinoise. Merci. Donc, Monsieur Marc, quelles étaient les actions des autres pays pendant la guerre? Est-ce qu'ils réagissaient ou ils restaient pacifiques? Alors, nous avons également l'exemple de la France ou de l'Angleterre à cette période-ci, qui n'étaient pas vraiment concernés par les problèmes de l'Asie de l'Est. Mais c'était surtout une peur, par exemple, des régions avoisinantes. Par exemple, nous avons l'exemple avec la Deuxième Guerre mondiale et les Allemands. Quand les Allemands ont conquis la Pologne, nous avons beaucoup de puissances qui les ont rejoints, comme l'Italie et le Japon, par respect pour leur grandeur en termes militaires. Et ce fut la même chose dans ces temps-ci. Beaucoup de peuples n'avaient même pas le courage de leur faire face, tellement que les Mongols étaient grands et puissants sur le plan militaire. Et quels étaient les avis internationaux? Étaient-ils d'accord, pas d'accord? C'est moi qui fais ça. Ok. Très bonne blague. Un comique servi. Donc tout le monde craignait le grand Genghis Khan, hein? Il faisait vraiment peur. Son empire était tellement énorme, il pouvait massacrer n'importe quelle région en un clin d'œil. C'est qui lui ont tenu tête? Ah, on ne sait même plus c'est qui de nos jours. Revenez-nous après la pause, Monsieur Harvey nous en dira plus sur le sujet. Bienvenue à Personne n'en parle. Bon, Monsieur Marc, quels étaient les avis internationaux face à cette guerre? En fait, les grandes puissances occidentales comme la France et la Grande-Bretagne n'étaient pas très touchées par ce conflit parce qu'ils n'avaient pas vraiment de colonies ou de partenaires importants dans cette région. C'était plutôt les grands pays orientaux comme l'Inde et également autour du croissant fertile, l'Égypte qui étaient touchés
Mais aucun n'hésitait à critiquer même les Mongols tellement qu'ils avaient de contacts et un empire vaste et militairement fort. Très fort. Monsieur Hervé, vous qui êtes philosophe, pourquoi d'après vous est-ce un génocide? Quand on parle de génocide, on parle de vouloir exterminer une population immense de tout. On veut la disparition du peuple. Dans ce cas-ci, l'Empire mongol a tué des dizaines de millions de Chinois. Genghis Khan visait leur disparition. Ils ont envahi des dizaines et des dizaines de régions sans pitié en tuant tout sur leur passage. Et quel type de génocide est-il? On parle bien sûr de physique, car il y a eu une tuerie en masse et culturelle, le choc des cultures. Et quel était le point de vue des envahisseurs face à tout ça? Il ne devait pas avoir de point de vue, ben en fait, que dis-je? Il avait un point de vue du sens que il ne savait pas quoi faire. C'était trop gros l'Empire, mais que faire avec ça? Et quels étaient leurs arguments? En avait-il? Les arguments de qui, ma chère? Des envahisseurs? Ah, bien sûr. L'Empire mongol voulait le plus gros territoire possible. Le pouvoir était la devise. Dans ce cas-ci, le plus gros, le meilleur. Et quels étaient le point des persécutés? Avait-il des arguments, des valeurs? Il n'avait rien à dire, c'était une domination complète. Rien à dire, rien à faire, c'est trop gros. Monsieur Marc, revenons un peu à nos moutons. Pour ceux qui ne connaissent moins, pouvez-vous nous expliquer où est la Mongolie et la Chine? L'Empire mongol avait comme centre la Mongolie actuelle, en fait, qui a comme capitale Oulan-Bator et comme président actuel Khalmalgin Batulga depuis le 10 juillet 2017. Le fameux. Cette région est affectée par le désert de Gobi, qui est un des plus grands déserts du monde. Et donc, ils ont voulu s'étendre dans les régions plus fertiles, par exemple, de la Chine. Mais elle se retrouve juxtaposée entre la Russie actuelle et la Chine, juste à côté de l'Ouzbékistan et un petit peu à l'ouest des deux Corées. Et les deux parties qui s'affrontaient, avaient-ils des religions communes ou étaient-ils différents? Ben, c'est sûr que pour les envahisseurs, donc les Mongols, c'était bien sûr le bouddhisme lamaïsme. Donc, le tibétain. Donc, quand on parle des Chinois, par exemple, eux, bien sûr, religion traditionnelle chinoise et la religion traditionnelle bouddhiste et taoïste. Bien sûr. Merci. Et je vous demande à l'ensemble, pour finir, auriez-vous des solutions ou avait-il des solutions à l'époque afin de contrer les génocides? À vous parler à l'époque, oui, bien sûr. En fait, la sensibilisation face à ces génocides n'est pas aussi grande qu'aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, nous avons l'exemple avec la Deuxième Guerre mondiale. Après la persécution des Juifs, l'ONU a décidé de donner un territoire propre à ceux-ci pour les dédommager d'une certaine façon. Mais à l'époque, les autres pays, ça ne leur dérangeait pas qu'il y avait des petits Chinois qui se faisaient tuer par les Mongols. Donc, même pour riposter face à l'Empire mongol, ils n'allaient pas défendre les peuples persécutés, mais ils allaient eux-mêmes envahir les territoires mongols parce qu'ils voulaient leur bien et non le bien des populations amérindiennes, chinoises, etc. De ces régions. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu vraiment de solution à l'époque, parce qu'on se souciait plus de notre propre bien plutôt que celui des autres. Et pour éviter un génocide futur, quelles seraient les solutions à prendre? Moi, je proposerais qu'on demande à des ONG, des organismes non gouvernementaux, de régler les problèmes d'ordre politique entre la Mongolie et la Chine. Merci. Moi, je pense également que nous pourrions rendre hommage à cette grande, vaste majorité de personnes qui ont été brutalement tuées, comme par exemple un cadeau de la France
aux Américains après la guerre qui était la Statue de la Liberté. Nous pourrions avoir quelque chose de similaire, par exemple un cadeau des Mongols envers la Chine pour unir leurs liens politiques et leurs liens d'amitié. De cette façon, il y aurait plus une sorte de vengeance. La vengeance serait finie. Et on parlerait même d'une amitié qui commence à naître et qui ne finira jamais. Revenez-nous après la pause pour la finale de ce génocide. Bienvenue à Personne n'en parle. Donc, Monsieur Harvey, pouvez-vous nous parler du processus du génocide? Pour commencer, l'Empire mongol s'est concentré vers la Chine. La Chine, c'était vraiment leur rival. Ils se sont rendus compte, ah, on est vraiment fort. Pourquoi pas aller vers l'Asie centrale? Donc, ils sont allés vers l'Asie centrale. Continuez, ils ont continué. Ils ont battu des forts, ils ont battu des châteaux. Ils ont tout battu. Jusqu'à... Puis qu'est-ce qu'il disait quand il tuait du monde? Ben il disait, c'est votre pénitence. Dieu vous le dit. Dieu, je suis Dieu. Et je suis venu pour vous punir de vos péchés et de vos mauvaises actions. Ils prenaient tout sur leur passage. Donc, tout le long du processus, Genghis Khan tenait à son processus d'expansion. D'expansion, c'est le mot. Merci. Nous avons beaucoup parlé du génocide en général, mais peu de qui est Gengis Khan. Donc, qui est Gengis Khan? Mais je pense que tu es bien situé pour en parler. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Calmez-vous. Nous sommes à la télé. Calmez-vous, s'il vous plaît. Madame Khan, allez. Donne l'assistance. Faisons le Rebonjour à Personne n'en parle. Mais qui était Gengis Khan? Je pense que tu es bien situé pour le savoir. Mon Quel grand- blagueur, c'est Hervé. C'est correct. Mon grand-oncle, Gengis Khan, était issu d'un chef de clan de la tribu Borjigin. C'est pas facile, hein? Ouais. Come on. Coquin. Ok. Il utilise son génie politique et militaire pour assembler plusieurs tribus nomades de l'Asie de l'Est et de l'Asie centrale sous l'identité commune des Mongols. Donc on peut alors comprendre que les Mongols ne venaient pas tous du même endroit. Il en devient Khan, qui veut dire dirigeant. Puis le Tchéguis Khan, empereur, ou aussi on peut dire chef suprême. Avant même de se lancer à la conquête de la Chine, ouais, c'est ça. À la fin de son règne, il contrôle une grande partie de l'Asie. Il a même le deuxième plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Mais c'est qui le premier alors? Pas rien. Petite information, c'est l'Empire britannique qui est le plus grand empire en termes de superficie grâce à ses colonies comme le Canada et l'Australie. Après la mort de mon grand-oncle Gengis, l'empire est considérablement agrandi aussi par ses descendants. Pendant plus de 150 ans, l'empire mongol continuera de s'agrandir partout dans le monde. Merci. Donc, maintenant, qu'en est-il de la Mongolie, de la Chine? Sont-ils encore affectés par le sujet? Sont-ils affectés mentalement, physiquement? Tant de questions. Alors, comme on pourrait dire, leurs relations se sont beaucoup améliorées après ce conflit. En fait, Genghis Khan était un peu comme un Alexandre le Grand pour son empire. À sa mort, l'empire était grandement fragilisé et les territoires sont revenus au peuple conquis. Toutefois, après, les relations étaient turbulentes parce qu'il y avait la puissance de l'URSS au nord de la Mongolie qui grandissait en puissance et qui rivalisait avec la Mongolie et la Chine.
Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il va vraiment avoir une séparation des frontières définie et que même la Chine va devenir le premier partenaire économique de la Mongolie moderne et énormément d'investisseurs chinois vont même aider à développer et vont investir dans des business originels de la Mongolie puisqu'ils savent que c'est un peuple en lequel ils peuvent faire confiance. Merci. Mais est-ce que la population moderne s'y connaît sur le sujet? Allons voir la vidéo. Oui. Ok. D'où pensez-vous provient l'expression faire son mongol ou être un mongol? Du dictateur qui a dirigé le génocide qui était comme un peu gouverné. Ok, est-ce qu'on a d'autres réponses? Peut-être qu'ils pensaient que le mongol était con. Les idéologies veulent dire non. Ok, ils l'ont tué parce que c'était con. Non, mais plus qu'on veut dire, ok. C'est une très bonne réponse. C'est quoi? Bonjour, je suis en présence de Monsieur Dumont. Tout le monde le connaît bien. Monsieur Dumont, pouvez-vous situer la Mongolie sur cette carte? Allez-y. Une autre bonne réponse. Merci, Monsieur Dumont, de votre participation. Je me demande de situer la Mongolie. Où est la Mongolie sur cette carte? Malheureusement, une autre mauvaise réponse. Léane, veux-tu prendre un guess? Ouais. Où est la Mongolie sur cette carte? Bonne réponse! Ouais, bravo! Finissons sur quelques faits intéressants par rapport aux Mongols. Comme je l'ai dit plus tôt, Gengis Khan était à la tête du deuxième plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Avec cela venaient alors de grandes richesses. Cela faisait alors de lui le 10e homme le plus riche de l'histoire de l'humanité. De l'histoire? L'auriez-vous cru? Non. Avez-vous déjà entendu l'expression « T'es-tu un Mongol, toi? » Ben moi, là, je sais, ça vient d'où, ça? En effet, les Français partirent en croisade à un de ces moments, et pendant ce temps-là, les petits coquins mongols sont venus à Paris, dans toutes les villes, ils ont assiégé, ils ont tout détruit en violant certaines femmes. Ces femmes devinrent enceintes et laissèrent un enfant. Cet enfant, on l'appelait le Mongol. Donc, c'est là qu'ils se demandaient, à l'époque, t'es-tu un enfant mongol? T'es-tu un enfant mongol? T'es-tu un enfant... Hein? C'est pour ça que maintenant on dit, t'es-tu mongol? C'est rendu maintenant que on peut voir ça comme négatif, mais ça c'est juste tourné par la société, on a tourné ça. Merci. Wow. Et pour revenir à Gengis Khan, savez-vous comment il est mort? Il est tombé de son cheval. Voilà. Pour un dieu, c'est une mort abrupte. Hein, Revenez-nous la semaine prochaine avec Faut tout savoir sur les OMG. You can stay for years, crying all your tears. Move you freaking eyes, forget about the past. You're not out of mind, now this world you'll find answers to your pain. You walk and make it taste.